Bonsoir. Jamais une Coupe du Monde de foot n'aura été autant critiquée que celle actuellement jouée au Qatar, à part peut-être celle de 78 en Argentine, sous la dictature de Videla, Coupe du Monde, qu'évoque entre autres Michel Fraisse dans son roman Ferveur violette. Cet addict du football va passer quelques minutes avec nous. Son livre raconte l'histoire d'un Toulousain au sang violet, Sissi, et qui adule le TFC. Mais au-delà, c'est le roman d'un gaffette toulousain dans les années 80 et surtout la radiographie d'une folie footballistique, sport dont les valeurs ne sont plus que jamais galvaudées. Et pourtant, on l'aime quand même ce sport. Et puis nos deux buteurs vedettes sont avec nous ce soir, Cécile Fréchinos et Manu Watt. On se retrouve dans quelques instants. Bonsoir Michel Fraisse. Bonsoir. Mieux installé qu'au stadium ou pas ? Ah, c'est pas mal, c'est confortable. C'est confortable. Comment vous le trouvez, le TFC aujourd'hui ? Je trouve intéressant, il y a une très bonne dynamique et le public est là, quand les résultats sont là, quand il y a du spectacle, ça marche, donc c'est pas mal. Il y a eu une grande mobilisation pour cette remontée. Est-ce que ça vous a rappelé peut-être 78 que vous évoquez dans votre livre, et Rémi, le personnage principal, demande à son père de devenir socios à ce moment-là du TFC. Ça vous a rappelé ça un peu ou pas, ce mouvement de revival qu'a connu le TFC l'année dernière ? Je sais pas, mais c'est vrai que ça ressemble un peu. Il y a effectivement l'engouement arrive assez vite. Mais je dirais que moi, mes souvenirs 78-79, c'était un petit peu quelque chose, un peu comme une surprise. Ça pouvait se produire à Toulouse et ça se produisait. Là, je crois qu'il y avait une attente des supporters. Mais il y a effectivement une certaine similitude, oui. Alors on va parler de cette passion dévorante que votre héros Rémi, qui est un peu votre double quelque part, a subi. D'ailleurs, ça le coupe aussi un peu des filles, et ce qui a valu ce dessin à Watt. Je ne sais pas comment j'arrive à supporter un supporter. Alors, votre personnage, Rémi, le héros du livre, crée des championnats de foot imaginaires, c'est ça ? Qu'est-ce que ça donne, un championnat de foot imaginaire, par exemple ? Alors ça, il faudrait lui demander, mais c'est vrai que je pense que c'est le supporter tellement acharné qui veut toujours plus de foot, toujours plus de matchs. Il faut se rappeler que c'est une époque où il n'y avait pas il n'y avait pas autant de diffusion. Ouais. Et je crois que c'est ça un petit peu que j'ai voulu. Alors vous avez dit que c'était mon double. C'est un personnage de fiction. Je pense que j'ai mis de moi-même, notamment dans les impressions de stade. Mais je précise quand même, j'espère ne pas avoir été comme ça. Et puis dans l'histoire, ça part effectivement d'une addiction. Et ça envahit sa vie et ça lui pose beaucoup de problèmes. Oui, d'ailleurs, c'est le syndrome Obélix, comme le qualifie Watt. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Alors cette passion, autre exemple, cette passion dévorante, chevillée au corps, elle poursuit donc Rémi dans sa vie professionnelle à rater un rendez-vous d'affaires à Budapest pour débarquer dans un stade de Hongrie où a sévi une ancienne gloire du TFC. C'est pire qu'une drogue, cette addiction. Ça peut aller jusque-là. Voilà, il y a une comparaison avec le fait d'aimer quelque chose en se disant que c'est pas forcément très bon. Alors bon, cette histoire, évidemment, ça sort de mon imagination, mais je pense que c'est tout à fait crédible. Et je ne sais pas si au point de rater des rendez-vous professionnels, mais l'idée de se dire il y a un joueur qui a évolué, donc du coup je vais aller faire un petit pèlerinage. Il y a quelque chose d'assez mystique aussi. Je pense que ça correspond à la réalité. Ça existe, les supporters qui vont vraiment en pèlerinage, qui vont dans des villes, ne serait-ce que pour voir un stade. Finalement, ils vont pas voir autre chose. Alors Rémi, à un moment donné, il dit mon club, c'était moi. Alors c'est incroyable, il est littéralement malade quand le club ne va pas bien, il rate ses examens, il rate ses rencontres avec les filles. Et alors vous évoquez aussi une consultation psychiatrique anti-addiction au football. Alors ça, c'est sorti de l'imaginaire ou ça existe vraiment, ce type de... Écoutez, je sais pas vraiment, parce que j'ai voulu m'amuser et j'ai imaginé cet hôpital de jour où on va soigner des addicts au foot. Vous savez, ça existe peut-être. Oui, peut-être. J'ai pas fait de recherche, mais je me suis... c'est peut-être le chapitre le plus délirant où j'ai essayé de me dire, après tout, ils disent qu'ils sont addicts, ils sont totalement emprisonnés dans cette passion. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passerait si on essayait de les guérir ? Voilà. Donc c'est l'idée de ce chapitre, effectivement, avec cette cure pour se délivrer de l'addiction au football.
Et puis alors j'allais dire presque au-dessus, ou sans parler de problèmes psychologiques, il y a la superstition aussi, c'est quelque chose de majeur chez le supporter. Et alors le supporter, c'est fétiche, vous notamment, vous en avez apporté un, c'est l'écharpe. Alors vous m'avez demandé d'apporter effectivement un objet qui me rappelle une époque. Alors c'est pas un fétiche, mais je dirais que c'est un souvenir pour moi. Parce que je me rappelle pas très bien l'année, mais c'est le drapeau, pardonnez-moi, l'écharpe de la montée. Pour moi, c'est le symbole de la montée, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire ce côté un peu magique, fin des années 70, le football n'existe plus à Toulouse, ou pratiquement plus. Et puis, en quelques années, on a une équipe qui va jouer, bon, malheureusement, ça n'a pas duré, mais les premiers rôles en première division. Et voilà, et ça, c'est peut-être... Alors, bon, j'ai pas les superstitions de Rémi, mais je pense que c'est très courant, l'écharpe qui a vu la montée. Alors, oui. Vous voyez, bon, et la preuve, c'est que je dois ressembler un peu à Rémi parce que je m'en suis jamais séparé. Je l'ai toujours avec moi. Elle voilà. est toujours là. Alors, on va voir que la folie des fans n'a pas de limite. Ce soir, Cécile Fréchinois, vous nous faites jouer la Coupe du Monde des supporters, en quelque sorte. Oui, alors j'ai sélectionné quelques anecdotes insolites de fans à travers le monde, et vous allez voir que certains supporters sont prêts à tout pour prouver leur amour inconditionnel à leur club. Je vous amène d'abord au Mexique durant le mondial de 70. Les Mexicains s'imposent face aux Belges 1-0, et pour la première fois de son histoire, le Mexique est en quart de finale. Une victoire très arrosée par un certain Augusto Mariaga, directeur d'une prison à 300 km de Mexico. Dans l'euphorie, il va ouvrir 142 cellules de prisonniers. Quelques jours plus tard, il est jugé par un tribunal local. Celui-ci ne retient aucune charge contre lui. La justice estime qu'il a agi par acte de patriotisme. On reste en Amérique latine, en Argentine précisément, avec une histoire de supporters qui poussent leur loyauté envers leur club très très loin. Oui, alors les aficionados du Boca Juniors, le club de foot de la capitale argentine, étaient très nombreux à vouloir reposer post-mortem dans leur stade fétiche. Résultat, la pelouse de Bombonera, c'est le nom du stade, était sans arrêt parsemée de cendres dispersées par les proches des défunts. Alors pour satisfaire les supporters et protéger cette pelouse, un cimetière a été créé en 2008 à 30 km de Buenos Aires, cimetière dans lequel on a repiqué le gazon du stade Bombonera, mais aussi transféré les dépouilles d'anciens joueurs du club. Une dernière anecdote sur la folie des supporters du ballon rond, cette fois-ci en Espagne. Oui, alors histoire qui montre aussi la violence dont peuvent faire preuve les supporters. Nous sommes en 2018. Luis Figo, après avoir fait les beaux jours du Barça, signe chez l'ennemi, le Real de Madrid, un transfert que n'ont jamais supporté les supporters du club catalan. Alors à l'occasion d'un classico entre les deux équipes, Luis Figo reçoit un accueil épouvantable. Des dizaines de projectiles lui sont jetés dessus, bouteilles, briquets, téléphones et surtout une tête de porc qui atterrira à quelques centimètres de lui lors d'un corner. Merci Cécile, ça nous fait bien sentir cette passion débordante. Ça vous inspire quoi, ces histoires? Eh bien, c'est effectivement, je les découvre. Enfin, l'histoire de Boca Juniors, je connais un peu l'Argentine, je la connaissais, mais ça m'étonne pas. Vous voyez, bon, dans le livre, je cite dans le voyage en Angleterre l'anecdote du cadeau d'un morceau de gazon, enfin du terrain d'un stade mythique qui a été détruit. Bon, ça c'est une histoire vraie, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais effectivement, on parle de l'Argentine, de l'Angleterre, le fait de découper des morceaux de gazon et de les offrir en souvenir, bon, là c'est encore un peu comme une relique, hein, c'est un côté très, très mystique, c'est une réalité. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, on va continuer à parler du public évidemment, c'est que vous racontez aussi l'évolution, notamment du stadium, de l'ambiance dans les tribunes, avec notamment cette scène terrible de la finale d'accession retour contre Tours au stadium, un stadium qui est pris d'assaut par les resquilleurs, et là, pour la première fois, entre guillemets, Rémi perd ses places en gradin. C'est un peu la fin d'une époque, là, déjà. Oui, je ne sais pas si c'est la fin d'une époque, en tout cas, moi, ce côté, bon, le livre est évidemment nostalgique, mais je ne suis pas dans le c'était mieux avant, parce que, pour le coup, là, bon, il y avait eu un défaut d'organisation, et c'est vrai que là, ce match, j'y assisté, et c'était comme ça, une belle pagaille. Pagaille sympathique, mais belle pagaille. Et effectivement, je crois que c'était aussi l'enthousiasme, et puis le fait qu'on n'était peut-être pas encore tout à fait prêt à avoir le grand club. Et bon, je vous rassure, parce que la Ligue des Champions au Stade de France, a priori, c'était pas mieux organisé. Hein. On a bien vu qu'il y avait des supporters de Liverpool, les pauvres,
Ça ne... qui ont dû vous fendre le cœur. Ce n'est pas nouveau. Ouais. Alors, l'avantage de cette mésaventure du match de retour, c'est que finalement, les supporters arrivaient à l'époque, peut-être plus qu'aujourd'hui, encore 2 heures avant les matchs au stade. Et là, c'est une ambiance avec des effluves, notamment de casse-dalles magnifiques. Oui, alors bon, là il faut aussi que je précise peut-être des supporters qui ont vécu cette époque n'ont pas les mêmes souvenirs. Moi j'ai fait aussi ça de mémoire, et c'est vraiment le souvenir que j'en ai. C'est-à-dire c'était joyeux, mais c'était une odeur de pâté qui flottait dans les gradins du stadium. J'ai peut-être un peu. Oui, mais ça c'est les odeurs d'enfance ou d'adolescence. Voilà, c'est peut-être effectivement mon imagination, mais c'était vraiment le grand pique-nique. Voilà, et c'est le souvenir que j'en garde, effectivement, c'est assez joyeux et très convivial, et puis voilà, je crois que je le dis, on offrait un fruit aux voisins, il y avait cette ambiance effectivement qui a disparu, peut-être justement parce que il y a peut-être un peu plus d'organisation pour trouver sa place, un système moins compliqué, mais ça ne manquait pas de charme. Alors, ce qui n'a pas véritablement changé, finalement, c'est le nombre de spectateurs. Parce que là, on a un US Toulouse AS Saint-Étienne en 1976. Il y a déjà 30 000 spectateurs. Finalement, la jauge n'a pas tellement évolué à un demi-siècle. C'était les Verts. Je vous remercie d'évoquer Saint-Étienne, parce que c'est au début du livre. Je pense que rendre hommage à cette époque, il faut absolument parler des Verts. Ouais. Parce que je pense que, je ne veux pas généraliser, il me semble quand même qu'une grande partie des gamins qui rêvaient de foot étaient supporters de Saint-Étienne. Et ça faisait rêver. Et donc, plus je pense même de Saint-Étienne que l'équipe de France. Oui, et tout à fait. Je pense que l'équipe de France est arrivée, vous avez évoqué 78, c'est arrivé avec la génération Platini. Mais 76-77, il me semble qu'on était supporters des Verts. Et puis il y a surtout, vous l'évoquez aussi, la période dorée, l'année 86, la Coupe d'Europe, Beto Marsico, avec notamment la victoire face au Naples de Maradona. Et puis après, la lente descente aux enfers, avec des ascenseurs en D1, en D2, des ventres de tableau, des luttes pour le maintien. Le TFC, il a aussi été le champion des déceptions, parfois, pour ses supporters. C'est pas toujours simple de supporter le TFC. Il faut en avoir dans le bide. Oui, je pense, c'est jamais simple. Voilà, mais c'est ce qui fait son charme. Et puis, encore une fois, là encore, je suis pas le mieux placé pour évoquer cette époque, mais il me semble me souvenir qu'en 86, on a vu une impression, ça y est, on est un grand club, et je crois qu'il y a une anecdote aussi que je rapporte par Rémi dans le livre, ce fameux match contre le Spartak, le premier, qui était quand même un très bon souvenir. On se croyait le nouveau Saint-Étienne, on était sur un petit nuage. Maintenant c'est nous, et c'est arrivé très vite. Donc je pense que 86, c'est une année vraiment exceptionnelle pour le club, oui. En tout cas, on retrouve tout ça évidemment dans votre ouvrage, Ferveur violette, aux éditions Venterral, et on va voir évidemment que le football a évidemment bien évolué. On va retrouver aussi des valeurs qui font aujourd'hui ce sport populaire. Et puis un dernier clin d'œil de Watt sur la Coupe du Monde actuelle au Qatar. Ça nous fait une passerelle. Tant que les droits du supporter sont respectés, dit Watt. Voilà un dessin dans l'air du temps. Merci à vous d'ores et déjà, en tout cas Michel Fraisse, d'avoir passé quelques minutes avec nous, mais chez nous, vous le savez, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Et puis l'heure, c'est l'heure, il n'y a pas de temps additionnel surtout. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, votre information de proximité se poursuit sur France 3. Et comme chaque semaine, on va refaire le match de l'actualité. Tiens, avec vous, Cécile et Manu. Cécile, on débute avec une grève des arbitres de foot ce week-end en Haute-Garonne. Oui, les 450 arbitres du département ont décidé de déposer maillot et sifflet pour protester contre les agressions de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prendrait de l'ampleur. Aux incivilités déjà nombreuses ces dernières années se sont ajoutées donc les agressions physiques. Le 12 novembre dernier, un arbitre a été roué de coups de poing et de coups de pied par un joueur de Roques-sur-Garonne. Il a bien sûr été suspendu jusqu'à nouvel ordre, mais cette situation ne serait pas isolée. Les arbitres dénoncent donc un climat intenable où se mêlent intimidation, insultes et violences physiques. Watt, vous avez trouvé la solution, vous, évidemment. Si vraiment, les joueurs veulent cogner, des coups, il y a plein d'autres sports qui existent. Exactement, on peut garder le ballon. Voilà, mais en prenant des gants quand même. Oui, bien sûr. Est-ce que le foot est plus violent qu'avant ou pas, de votre point de vue, Michel Fraisse ?
Ou c'est la société qui évolue aussi? Là, vraiment, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que bon, c'est triste, vraiment très triste. D'en arriver là. Mais je pense qu'il y avait déjà de la violence contre les arbitres. Il y avait, voilà, je parle d'ailleurs j'évoque dans le livre le rugby à 13 et une finale qui avait été interrompue, et c'était aussi suite ça avait été précédé d'un problème avec les arbitres. Donc je pense malheureusement la violence a toujours existé, et je trouve que c'est fort dommage pour tous les éducateurs qui essaient de donner des valeurs aux jeunes dans les écoles de foot. Parce que c'est ça aussi le foot, hein, c'est aussi l'école de la vie. Toute autre chose à présent, comme on dit, Cécile, les fêtes de l'ours rentrent au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, alors voilà 10 ans qu'une poignée d'élus se battait pour faire reconnaître cette tradition ancestrale dans les Pyrénées-Orientales, précisément dans la vallée du Haut-Lespire. Alors en quoi consiste cette fête? Je ne sais pas si vous le savez. Chaque année, depuis le Moyen-Âge, quelques villages célèbrent la fin de l'hiver à travers une légende qu'ils mettent en scène dans les rues. Cette légende, c'est l'histoire d'un ours féroce qui cherche une compagne et pour cela enlève une adolescente. Mais l'ours est capturé par les hommes puis rasé sur la place publique. La bête se transforme alors en humain, une manière de célébrer la victoire de l'homme sur l'animal. Et Watt, vous annoncez, toujours pareil, un doublé pour la France. Voilà, c'est la ferveur, puisqu'effectivement, l'autre, voilà, c'est la baguette de tradition qui est également rentrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. Double victoire. Vous les comprenez aussi, ces aficionados des traditions, finalement, aussi, qui vont comme ça maintenir l'engouement pour une fête? Ah bah oui, je pense ça se rapproche du supporter de foot. C'est vrai, ça se rapproche. Il y a une ferveur, il y a un attachement à une tradition, il y a un héritage, puis ça se transmet de génération en génération. Donc effectivement, il y a, je pense, une certaine similitude, oui. Il y a un côté clocher aussi, peut-être. Vous parlez occitan, Michel Fraisse? Oh ben. Eh ben nous, on l'apprend ici, chaque semaine, grâce à Marius Bléné. Et son mot d'ordre cette semaine, figurez-vous, c'est le mot fan, supporter. Regardez. Qu'est-ce France est un pays de football ou pas? Et Occitanie, on serait populaire une terre des rugby. En France, le football est de loin le sport le plus populaire. Mais pourtant, on estime que la culture foot est bien moins implantée que chez nos voisins. À cause de sentis di vocabulari. Les termes de fan, de supporter, nous viennent de l'anglais. Fan, c'est l'abréviation de fanatique, et ce sont les Britanniques qui ont donné au verbe to support le sens de l'encouragement. En occitan, per parlar d'un passionat. Pour parler d'un passionné, on va plutôt employer le terme d'afugat. Afugat, ça vient du verbe afuga, qui veut dire à l'origine mettre le feu, le foc. Une afugat, c'est un enflammé qui est ple d'estrambor. Dans la notre région, où un club sous force seguits, il y a le Nîmes Olympique, il y a le TFC, où les Ultras ont pris un nom occitan d'ailleurs, les Indians de Toulouse. Et puis, il y a le club le plus prestigieux, le club le plus titré, le Montpellier Hérault. Allez, Payade. Quelle objectivité ce Marius Bléné, vraiment. Mais vraiment, lui aussi, c'est un véritable fan, un véritable supporter. Alors, le TFC est 12e, à peine 4 points du premier relégable. Vous la sentez comment cette saison, Michel Fraisse? On le savait, c'est une saison difficile de remonter. La concurrence est rude, mais bon, c'est pas trop mal. C'était pas trop mal parti. Bon, il y a eu 3 matchs difficiles avec des adversaires aussi très difficiles. Donc j'espère que la seconde partie de saison va bien se passer. On parlait des arbitres tout à l'heure, un carton violet, vous nous inventez, Watt. Après, il n'y a pas que le rouge et le jaune. Ça peut permettre aussi de venir rechercher un ouvrage. C'est un bon pour recevoir ce livre de Michel Fraisse, évidemment, à avoir absolument au pied du sapin. Un pronostic pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde? Il y a une Coupe du Monde. Oui, voilà, Watt, évidemment, complètement largué, Michel Fraisse. Le plus loin possible. Oui, Cécile? Moi, je m'aventure pas. J'ai déjà appris beaucoup de choses en préparant la chronique. Je vais m'arrêter là. Donc, il reste que moi, pour faire un pronostic. Allez, moi, je les vois en finale, on va dire. Allez. Et ce que je vois en finale aussi, c'est ce livre, Ferveur violette de Michel Fraisse, paru dans la maison d'édition tarnaise Ventéral. Une belle histoire et puis de beaux souvenirs également. Tout de suite, votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.